Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Les Français quelque peu critiques avec l'école publique. Auriez-vous envie de mettre vos enfants dans une école privée, si vous en aviez financièrement la possibilité? D'après un sondage IFOP réalisé pour la Fondation de l'école, c'est l'un des résultats. 82% des Français pensent que les familles n'ont pas la possibilité de choisir l'école qui convient le mieux à leurs enfants si elles ne sont pas financièrement, aisées. La Fondation propose donc d'aider ses parents à le faire via un bon scolaire. Nous le verrons, un ticket scolaire, un chèque éducation, un crédit d'impôt. Est-ce que tout cela est la bonne solution? Est-ce que ce n'est pas un affaiblissement au fond de l'école publique qui déjà connaît des difficultés? Faut-il donc placer vos enfants dans le privé? Faut-il réserver l'argent public à l'école publique uniquement? Ce sont de vraies questions sur la table pour en parler ce matin, nos deux invités. Bonjour à vous, Augustin Yvan. Bonjour, monsieur Achilly. Vous êtes directeur du développement de la Fondation pour l'école. Vous mettez ce sujet sur la table. Vous êtes ancien directeur d'établissement. Et bonjour à vous et bienvenue également, Rodrigo Arenas. Bonjour. Député La France Insoumise de Paris et ancien président de la FCPE. Nous évoquions hors micro votre vie d'avant. C'est vrai que vous étiez un parent d'élèves illustre qui a signé pas mal Je suis toujours. Oui, oui, c'est toujours en cours. D'ouvrages là-dessus. Première question à vous, Augustin Yvan. Quand on regarde le sondage en question, vous diriez que les Français ne croient plus à l'école publique? Je dirais qu'ils sont sceptiques, en tout cas qu'ils sont insatisfaits, pour plusieurs raisons. D'une part, vous l'avez dit, parce qu'il y a un sentiment d'injustice, d'inéquité sociale très fort. 82% disent qu'ils n'ont pas le choix, en réalité, s'ils n'ont pas assez d'argent. D'autre part, il y a d'autres chiffres, rapidement. Il y a un Français sur 3 qui est satisfait seulement de la relation parent-école. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent une agence d'évaluation indépendante des établissements, 46%. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas encore, contre 43% qui font confiance à l'éducation nationale pour ça. Un chiffre intéressant, 40% des parents du public font confiance à l'éducation nationale pour juger les résultats. On peut pas être à la fois le juge, l'arbitre, le goal, le joueur. Donc il y a une forte insatisfaction sur l'école telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a commandité ce sondage. On voulait savoir comment se positionner les Français à 1 an de la présidentielle. On sent quand même des aspirations pour sortir de ça. Je pense par exemple au pouvoir du chef d'établissement. Il y a une vraie reconnaissance des opérationnels tels que le directeur d'établissement. 84% des Français veulent le voir renforcé dans ses prérogatives. Donc plus de pouvoir pour les chefs d'établissement. Exactement. Et là, c'est quand même un résultat assez massif. 8 Français sur 10, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Et parmi les autres résultats qui vous semblent significatifs ce matin? Alors significativement, il y a 64% des Français qui veulent une diversification pédagogique. Ils veulent sortir du modèle unique. Ils veulent quelque chose qui permette de répondre à tous les besoins. Vous dire quoi? Que dans les écoles les unes différentes des autres, il y aurait des enseignements différenciés? En fait, l'autonomie des directeurs et des établissements permet une chose, elle permet de faire développer des modèles différents, que ce soit pour les enfants 10, pour les enfants bilingues, au potentiel, handicapés, notamment, c'est le dernier chiffre que je voulais citer, il y a 84% des familles qui trouvent scandaleux que les enfants handicapés n'aient pas les mêmes droits dans les différents systèmes, qu'ils soient publics, privés, hors contrat, parce qu'aujourd'hui, seuls les enfants handicapés du public sont subventionnés, ce qui est une injustice sociale. Alors, Augustin Yvan, nous avons bien compris qu'à la Fondation pour l'école, vous défendez une forme de liberté scolaire, de diversification, j'imagine, peut-être d'aide aux familles aussi. Rodrigo Arenas, alors vous nous appelez, 0826 300 300, si vous voulez témoigner, c'est un sujet majeur qui concerne tous nos enfants, et nous y sommes tous confrontés quotidiennement. 0826 300 300 pour témoigner dans la vérité en face. Rodrigo Arenas, vous êtes plutôt vous un défenseur ardent de l'école publique, j'imagine. Comment est-ce que vous réagissez à tous les résultats de cette enquête édictée par Augustin Yvan à l'instant? C'est une enquête que j'ai lue évidemment qui reprend un sondage qu'avait fait la FCPE quand j'en étais le coprésident, dans lequel d'une façon générale, culturellement, les parents d'élèves sont plus dans un parcours individuel pour leurs enfants plutôt que dans des engagements collectifs. Et là, on a un problème parce qu'on fait plus République. Donc, on est dans ces dynamiques-là. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les écoles privées en France, qui sont à 98% confessionnelles catholiques, c'est ça la réalité, ne sont pas dans un rapport républicain qui, moi, me satisfait et qui satisfait
très peu de parents en réalité, c'est-à-dire qu'elles ont des droits, notamment le droit d'être financées par rapport au fait que les enseignants sont financés par l'argent public, mais elles s'affranchissent de leurs devoirs républicains, en cela qu'elles ne pratiquent pas un accueil universel des élèves. Moi, je suis député parisien, vous l'avez annoncé tout à l'heure. À Paris, ce sont 10% des élèves à besoins particuliers que vous avez convoqués qui sont accueillis dans le privé, alors que 90% des élèves le sont dans le public. Et c'est d'ailleurs, je dis ce chiffre-là parce que j'entends beaucoup de défenseurs de l'école privée, puisqu'aujourd'hui la guerre scolaire est déclarée. On a vu Monsieur Chudeau, par exemple, député du Rassemblement National, qui expliquait qu'il fallait mettre 1 milliard d'euros dans les écoles privées confessionnelles. Je pense que la priorité dans le public, au regard des arguments que je vous avance, puisque l'école publique coûte plus cher, parce qu'elle accueille justement tous les enfants qui ont ces besoins particuliers et pas seulement les besoins des enfants à besoins particuliers qui sont porteurs de handicap. Je pense aussi à tous ces élèves, notamment au niveau du collège, qui se font éjecter des écoles privées parce que finalement elles n'ont pas le niveau et que ça fait baisser leur image et leurs résultats scolaires, et donc le public les accueille, et c'est son honneur et c'est son devoir d'être universel, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas du public. Augustin Yvan, je vous vois sourire, vous êtes forcément en désaccord avec ce que dit Rodrigo Arenas. Moi je suis factuel pour le coup. Bien sûr, mais il a le mérite de l'expliquer très clairement, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'ancien directeur d'établissement dans une zone socialement défavorisée, j'ai bien vu la réalité des écoles privées, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat. Toutes ne sont pas confessionnelles. Je prends l'exemple dans le hors contrat, 77% d'entre elles sont à confessionnel et accueillent des enfants à difficulté. Et mais ça représente combien d'écoles sur la masse des écoles privées ? C'est sûr, c'est 130 000 élèves et 1%. Voilà. Donc c'est c'est la petite aiguille qui se veut l'aiguillon pour stimuler. Justement, nous, c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à faire... Trop catholiques ces écoles, à vos yeux, ou pas ? Dans le sous-contrat, vous savez, nous, on est vraiment là pour parler d'école. On n'est pas là pour parler de religion, on n'est pas là pour opposer entre elles le public, le privé, les catholiques. Donc, allez, je reformule, pas assez républicaine, pas assez conforme, pas assez conforme on va dire, aux règles de la République. Alors il y a quelque chose qui est très pratique, qui s'appelle le socle commun des connaissances, de compétences et de culture, qui évalue tout ça. Par ailleurs, il y a des inspections, nombreuses, assez parfois agressives, qui évaluent les valeurs de la République. Donc en réalité, tout ça est parfaitement conforme à ce qu'attend la République française. Et au contraire, les écoles privées apportent un supplément, une offre scolaire enrichie parfois là où il n'y a pas de possibilité pour certaines familles. Vous savez, j'ai connu beaucoup de familles qui inscrivaient leurs enfants dans mon école, qui au début venaient du public, mais simplement voulaient le meilleur pour leur enfant et avaient constaté que dans l'école que je proposais, eh bien, le niveau était meilleur. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles essayaient d'éviter la carte scolaire. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, les familles les plus défavorisées se retrouvent astreintes à une carte scolaire qui les enferme et qui les empêche de vouloir le meilleur pour leurs enfants. Donc, je suis en désaccord avec le fait que les parents seraient d'infâmes égoïstes, individualistes. C'est un sondage que nous avions fait qui a autant de valeur que le vôtre, pour l'occurrence. Tout à fait, mais je pense que les parents veulent le bien pour leur enfant et je pense que ce bien n'est pas inconciliable avec un bien commun général et organisé. Rodrigo Arenas, c'est la bonne réponse au problème que pose parfois, souvent, la carte scolaire ? Alors, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles privées s'affranchissent de la carte scolaire. Il n'y a que les parents qui vont dans les écoles publiques doivent respecter une carte scolaire, c'est le cas à Paris, mais partout en France. Et les écoles privées ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'elles choisissent les élèves. Et d'ailleurs, je m'insurge un peu en fou à ce que vous dites, parce que ce que vous revendiquez comme liberté pédagogique, c'est justement l'ADN de l'école publique. Les enseignants, quel que soit l'enseignant, parce qu'ils ont des études pour cela, la liberté pédagogique pour permettre de transmettre les connaissances, les savoirs, les savoir-faire aux élèves. Et c'est ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Sur ce que vous dites sur la hiérarchie, il vous a pas échappé qu'il y a une loi qui a été portée par une députée qui s'appelait Cécile Rilhac, qui mettait justement un ordre hiérarchie dans les écoles, mais ce sont les équipes elles-mêmes qui aujourd'hui remettent en question cela, parce que ce n'est pas forcément la bonne décision, la bonne méthode pour faire en sorte qu'on fasse société dans l'école, puisqu'à l'école, on apprend à fabriquer des citoyens. On disait à l'époque, on fabrique des républicains. Et c'est aujourd'hui cela que je questionne. C'est-à-dire que les écoles privées aujourd'hui revendiquent leurs droits, c'est leur légitimité, la loi le respecte, mais elles n'appliquent pas les devoirs. Et moi, je considère qu'une école privée ou publique a des devoirs envers la République, c'est-à-dire, par exemple, de faire appliquer la laïcité. Ce n'est pas le cas. Vous savez très bien que la loi oblige dans les écoles publiques, la loi de 2004 sur les élèves, par exemple, mais les écoles privées ne le font pas. Et d'ailleurs, ça pose un vrai problème quand une école privée est un centre d'examen, par exemple, et qu'on doit, dans la hâte, retirer les crucifix ou autres signes ostensibles, parce qu'évidemment, les enfants des écoles publiques n'ont pas à être soumis à un signe ostensible. Donc, je pense que les devoirs doivent être dans les deux cas. Et si on doit parler, parce que le derrière, l'offensive actuelle, il faut le dire à vos auditeurs, c'est qu'il y a une offensive du privé de demander de l'argent à l'État parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, par exemple, pour faire des rénovations de bâtis ou autres, eh bien, ne correspond pas aujourd'hui à un système
système dans lequel elles s'affranchissent des devoirs qui sont les leurs d'accueil universel des élèves et pas de virer ceux qui ne vont pas bien. Et juste avant la pause, là, Augustin Yvan, répondez aux arguments de Rodrigo Arenas là-dessus. Avec plaisir. Alors déjà, il faut savoir que l'école privée, dans son ensemble, fait économiser 10 milliards d'euros à l'État. Ça, c'est important de le dire, parce que le coût d'un enfant dans le public, sur les chiffres de la DEPP, est de 10 000 euros, et il coûte 0 à la famille. Dans le privé, c'est 7 000 euros, et il coûte 2 000 euros à la famille. Dans leur contrat, c'est encore mieux. L'État paye 0. Donc, cette plus-value des écoles privées, elle permet à l'école de faire des économies substantielles. Et en plus de ça, je pense à des expérimentations qui a réalisées dans le public. Je vous en prie, excusez-moi. Pour finir rapidement, Céline Alvarez, que vous connaissez sans doute, c'est les lois naturelles de l'enfant, a fait une expérimentation dans le public à Argenteuil il y a quelques années, très intéressante, qui lui a permis notamment d'écrire son livre. Cette expérimentation-là était passionnante pédagogiquement. Elle n'a pas pu être dupliquée. Pourquoi ? Parce que le public, et c'est comme ça, est une plus grosse machine et a plus de mal à développer certaines initiatives pédagogiques. Nous ne sommes pas pour l'opposition publique-privée, je rentrerai pas sur ce terrain. J'ai beaucoup de respect pour le public par ailleurs. Simplement, nous sommes pour l'organisation des acteurs entre eux. Nous pensons que le privé a une place, qu'il fait du bon travail, qu'il soit hors ou sous contrat, et nous essayons d'organiser tout ça autour du bien de l'enfant. C'est juste ça qu'on fait. Rodrigo Arenas vous répondra juste après la pause. Gardez vos arguments en mémoire. La question qui va se poser dans la deuxième partie de cet échange, c'est au fond, qu'est-ce que l'on reproche aujourd'hui à l'école publique ? Qu'est-ce qui pêche ? Pourquoi ? Parce que finalement, s'il n'y a pas de problème, ces questions ne se poseraient pas en réalité. Et est-ce que les Français veulent une école plus autonome ? Est-ce que le modèle très centralisé, très français, atteint sa limite ? C'est la question qui est posée à travers aussi cette enquête. Vous nous appelez, n'hésitez pas, je sais que le débat est passionnant, au 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Et nous retrouvons nos deux invités juste après la pause pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Akili. Allez, avec Augustin Yvan, directeur du développement de la Fondation pour l'école, ancien directeur d'établissement qui défend mordicus ces passerelles qu'il faudrait avoir avec l'école privée, qu'il faudrait peut-être développer et peut-être aussi, on va dire, changer un peu l'école publique et son mode de fonctionnement. Et vous, Rodrigo Arenas, député de la France Insoumise de Paris, ancien président de la FCPE, vous défendez quand même une forme plus classique de l'école le public. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Alors, je crois que vous vouliez quand même apporter un petit rectificatif sur le fait de l'argument selon lequel Augustin Yvan, l'élève du privé ne coûte rien, c'est ça en fait, moins cher. Des économies vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous, Rodrigo Arenas ? Non, c'est pas une réalité globale, parce que évidemment les moyens qui sont mis par l'État pour les enfants du public, notamment les enfants qui ont besoin davantage de moyens, est bien plus important que dans le privé. Et ça, c'est une réalité. Donc derrière des chiffres agrégés, il convient de regarder un peu le détail. C'est comme quand on dit qu'il y a une liberté pédagogique, etc. Oui, c'est vrai, il y a une liberté pédagogique. D'ailleurs, la France fonctionne comme ça. Et que ce soit les libertés qui sont les libertés pédagogiques, notamment sur des pédagogies qui sont redevenues à la mode, qui datent des années 40, je pense à Freinet, Montessori et autres, qui sont d'ailleurs un argument de vente des écoles privées hors contrat. Je pense à des villes comme Montreuil et autres, où tout à coup tout le monde s'est pris de passion pour ces écoles-là. Ce sont des méthodes qui sont appliquées dans le public. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y a eu une école publique qui a été abîmée, pendant des dizaines d'années, et aujourd'hui nous en payons le prix. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui ? Est-ce que ça va pour rappeler le mammouth, est-ce que cette école-là publique, est-ce qu'elle accepte de se transformer ? Je suis pas sûr. C'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il faudrait, à vos yeux, changer ? D'abord, la première crainte des parents, dans le sondage que nous avions fait à l'époque, et je pense que le vôtre le confirme d'ailleurs, c'est la question des absences non remplacées. C'est-à-dire que quand vous avez un enseignant qui est absent dans l'école publique, il n'est pas remplacé, et donc ça pose de la surcharge dans les autres classes, donc qui met en péril l'enseignement des autres enseignants avec les autres élèves, et ce fonctionnement-là n'est pas possible, parce que là vous avez effectivement c'est un problème majeur et qui est lié notamment au recrutement, etc. Et, par exemple, Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale actuel, ancien des GESCO, est en train d'expliquer qu'il faut profiter de la baisse de la démographie pour réorganiser les choses de façon à ne pas investir dans le recrutement et dans le maintien du nombre d'enseignants. Moi, je considère au contraire que nous avons un tsunami d'opportunités, puisque lui-même, d'ailleurs, avec Jean-Michel Blanquer, a mis en place le dédoublement des classes, notamment dans les REP et REP+. Je considère qu'il faut aujourd'hui le généraliser, parce que nous avons un problème d'attention chez les enfants. Aujourd'hui, les enfants ont du mal à se concentrer, ni notamment l'usage des téléphones portables, des tablettes, des outils numériques, et qu'on ne fait pas la classe de la même façon, et qu'à ce titre-là, avoir 2 enseignants dans une classe, quand c'est possible, sous l'autorité d'un chef d'établissement, évidemment, c'est lui qui est maître dans son établissement, ou alors
alors avoir moins d'élèves, ça permet finalement de mieux prendre soin des enfants. Et c'est là aujourd'hui qu'il convient d'investir. Vous voyez, donc c'est ça. Il convient aujourd'hui que l'État mette en place un statut, par exemple, pour les AESH qui encadrent les enfants à besoins particuliers, parce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers précaires, essentiellement féminins, et donc, à ce titre-là, il convient de prendre soin de ces enfants-là si on est pour l'inclusion. Vous voyez, il y a des marges de manœuvre on doit rendre l'école publique désirable. Ce sont des clés de résolution à vos yeux parce que le recrutement, c'est fondamental. L'absence des profs, c'est un problème. Ce sont les conditions d'enseignement qui sont fondamentales. Et le changement avec les écrans, tout ce qui a changé. Absolument. Juste, vous allez répondre à ça, Augustin Yvan. Juste, nous sommes avec vous, Jeanne. Vous nous appelez de Toulouse. Jeanne, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Jeanne, vous voulez témoigner ce matin. Vous entendez l'échange entre Augustin Yvan et Rodrigo Arenas. Votre point de vue? Oui, alors mon point de vue, c'est que je voudrais quand même intervenir sur le fait que, en ce qui concerne les passerelles entre l'État et les écoles privées, il faut quand même que la population sache que les municipalités ont le devoir de verser aux enfants des écoles privées la même somme qu'ils versent aux enfants des écoles publiques quand ils sont habitants de la ville ou du village dont ils sont les contribuables. Alors j'aimerais bien que ça se sache. Ensuite, je voudrais dire aussi que l'école publique n'a pas un problème d'enseignement, l'école publique a un problème d'éducation au niveau des enfants et des familles. Voilà, il faudrait arrêter de penser... Oui. C'est-à-dire que les enseignants ne sont pas là pour éduquer les enfants, mais pour enseigner. Je ne suis pas enseignante, fille d'enseignante, sœur d'enseignante, c'est sûr. Je suis infirmière, libérale. J'allais vous poser la question, ça tombe bien. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut dire haut et fort que les municipalités, même qui sont pauvres, de 2000 habitants, sont obligées, c'est la loi, de verser 1000 euros en ce qui concerne un petit village connaît, à des enfants qui vont en école privée, parce qu'ils sont habitants du village. Et les enseignants sont là pour enseigner, vous dites, ce matin. Oui, ils ne sont pas là pour éduquer, d'une part. Or, un des messieurs a dit que, en effet, il y avait un problème d'enseignement au niveau des écoles publiques, que si, que ça, mais il a dit aussi que eux ne faisaient pas la sélection des élèves, et que donc forcément l'école privée, même si elle a 4% ou 5% d'obligation de prendre les enfants de tout milieu social, les résultats ne sont forcément pas les mêmes. Merci Jeanne, nous allons vous répondre très précisément. Merci pour cette intervention depuis Toulouse. Merci à vous Jeanne. Augustin Yvan, je rebondis sur l'argument ultime, les enseignants sont là pour enseigner, pas pour éduquer. Qu'est-ce que vous dites ? Je souscris tout à fait à ça. Il y a trop de choses aujourd'hui. On demande trop aux enseignants. On en demande trop. Ils sont à la fois enseignants, assistants sociaux, éducateurs. Eux-mêmes ont une vie par ailleurs. Il faut ils ont des enfants. On leur en demande trop. Ils peuvent pas avoir toutes ces casquettes. La réalité, c'est que l'école se perd dans ses priorités. Il faut se recentrer sur les fondamentaux, le lire, écrire, compter. Vous parliez des écrans tout à l'heure. C'est un enjeu que je partage. D'ailleurs, dans notre sondage, il y a un chiffre qui est que 66% des Français sont inquiets de l'arrivée de l'IA, notamment dans les apprentissages, en disant ça va fragmenter la concentration, l'esprit critique, enfin bref, tout ce qui fait la personnalité. Donc clairement, il y a un problème. Mais quand même, je pense que c'est important de dire quelque chose par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on est d'accord sur le constat, mais sur les réponses, il y a peut-être quelque chose de différent. C'est que on a posé la question aux Français, vous l'avez dit en début d'émission, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on finance si vous souhaitiez aller ailleurs que dans le public, si vous dites, parce que vous n'en avez pas les moyens. 66% d'entre eux sont pour un chèque éducation, un bon scolaire, une défiscalisation, comme ça se pratique déjà dans certains pays. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, l'IFOP précise les catégories socio-professionnelles, les sympathisants. Et bien notamment chez les sympathisants et les filles, 78% sont pour cette mesure-là. Donc, par ailleurs, il y a d'autres choses. 72% qui sont pour sont issus des catégories populaires. Donc, en fait, il y a une vraie demande de ceux qui n'y ont pas accès. On peut pas la balayer d'un revers de la main. Et si aujourd'hui le privé peut pas accueillir tous ces enfants, c'est pas seulement qu'il veut pas. Ça, je pense que c'est faux. C'est qu'il ne peut pas parce qu'il a un quota. Aujourd'hui, le privé est contraint à 20%. C'est la conclusion. Donc voilà, vous lancez un appel auquel répond Rodrigo Arenas. Pour conclure, oui. D'abord, c'est faux. À Paris, c'est beaucoup plus que 20% d'écoles privées qui sont là. Et vous avez des territoires en France dans lesquels vous n'avez même pas d'école publique parce que c'est l'héritage malheureusement historique de notre ville, d'une sécession d'une partie de ceux qui soutiennent l'école privée, notamment confessionnelle. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'école publique a besoin de moyens pour fonctionner, que ce n'est pas le cas, et que les parents qui fuient vers le privé, c'est parce que finalement ils ne trouvent pas dans l'école publique la promesse républicaine, qui est la méritocratie républicaine, et pour atteindre l'élitisme. Il s'avère que les écoles privées appliquent la méritocratie à fond la caisse, mais comment ? En virant ceux qui ne sont pas méritants. Et ça, je pense que ce n'est
pas républicain. Ce n'est pas ce que nous attendons de l'école, qu'elle soit privée ou publique, et que dès lors que l'école privée ne répond pas à ses devoirs républicains, il n'y a aucune raison de la soutenir autant fort que vous le prétendez. D'ailleurs, je m'inscris quand même sur une précision de ce que vous dites. Les écoles privées en contrat avec l'État bénéficient de grandes largesses de l'école publique, et d'ailleurs parfois elles sont retoquées, comme notamment la présidente de la région Île-de-France qui a dû revoir sa copie à la baisse puisqu'elle allait financer, au-delà des compétences obligatoires, une école privée dans le 77. Vous voyez, donc tout ça est un vrai business, et moi je prône le business de la République, parce que l'école n'instruit pas seulement, elle éduque, parce que le lire et compter c'est le b.a.-ba, mais quand on enseigne aussi les savoir-faire et les savoir-être, ça s'appelle l'éducation, et même la cantine éduque. Vous savez qu'en France on a interdit l'alcool à la cantine, donc on éduque aussi à la cantine scolaire. J'invite les Français à aller voir le sondage. Jérôme Fourquet pour la Fondation pour l'école, ils se feront une idée comme ça. C'est bien noté, Augustin Yvan. Ce sondage IFOP donc pour la Fondation pour l'école. Merci à vous également, Rodrigo Arenas. Merci pour cet échange et ces points de vue. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Il y a du lourd. Oui, nous recevons le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Jérémy Patrier-Létus. Nous avions reçu la semaine dernière Charles Aloncle, le rapporteur. Donc, c'est tous chez vous. Oui, voilà. Et donc, on va l'interroger sur ce rapport, sur le climat délétère entre deux, et puis sur les différentes propositions qui ont été faites. Donc là aussi, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que le service public a besoin d'être réformé? Est-ce qu'il y a des problèmes de financement, d'opacité, en tout cas sur la manière dont les fonds publics sont utilisés, et puis sur également la diversité des opinions. Voilà, on vous attend. Bonne émission avec Gilles Gansman, bonne mission.